Bonjour. Donc mon objectif était de parler plus de défiscalisation, mais plus à titre personnel. Donc après ce que vous ont dit Natacha, Anne et Eric, l'essentiel de l'optimisation a dû être déjà opéré. Donc dans le cas où en fait où il subsisterait encore, on va dire un reliquat d'impôts, on va voir les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Alors pour certaines, ça sera au titre un peu professionnel, puisqu'on parlera un peu d'épargne salariale, de PER. Et puis également donc ce qui peut être mis en œuvre à titre personnel. Alors le but, il n'est pas forcément de faire le tour de la question en une demi-heure, mais c'est de donner quand même les pistes qui me semblent les plus pertinentes dans le contexte actuel. Alors, quand on parle de défiscalisation, on a souvent tendance à dire, alors, je ne sais pas si ça passe. Ouais. Quand on parle de défiscalisation, faut savoir qu'effectivement, c'est humain, on a tous envie de réduire son impôt au maximum. Après, je dis toujours une chose, c'est que l'administration fiscale n'est pas philanthrope. Et en fait, quand elle consent une réduction d'impôt, il faut avoir en tête que c'est souvent parce qu'en fait, vous prenez soit un risque, quelque part, au travers de l'investissement que vous allez réaliser, soit éventuellement que ce que vous achetez est au-dessus du marché. Je pense à l'immobilier notamment, où en fait, on vous dit, voilà, vous allez faire une loi Pinel, mais concrètement, le neuf coûte plus cher, donc quelque part, la réduction d'impôt est censée compenser partiellement le surcoût d'acquisition. Donc, faut jamais prendre la réduction d'impôt comme un plus par rapport à l'existant. Faut bien réfléchir. Alors après, juste un petit point, puisqu'en fait, quand on parle de patrimoine, c'est aussi savoir dans quel contexte macroéconomique on est. C'est un peu particulier en ce moment avec ce qu'on connaît, notamment la résurgence de l'inflation, qui en fait aura des conséquences quand même sur l'évolution et la valorisation des principales classes d'actifs. Puisqu'en fait, depuis le début de l'année, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, on a une inflation qui est en augmentation. On parle de 8,5% sur la zone euro. Il y a certains pays en zone euro qui sont à plus de 20-25%. Et donc, pour contraindre cette inflation et juguler cette inflation, les banques centrales, en fait, ont augmenté finalement les taux d'intérêt pour essayer de calmer la machine, calmer la consommation et puis calmer l'investissement au niveau des entreprises. Donc ça, plus l'instabilité géopolitique avec ce qui se passe notamment en Ukraine, ça avec la Chine qui est également avec un moteur de croissance mondiale qui est un peu à l'arrêt lié en fait à ce qu'ils ont mis en place au niveau du Covid, fait que globalement, ça a une incidence notamment sur la valorisation des actifs depuis le début de l'année, puisqu'en fait, vous avez vu que tant les valorisations des marchés actions que les marchés obligataires ont corrigé d'environ entre 10 et 20% depuis le début de l'année. Donc, ça change complètement aussi la donne. Sur l'immobilier, juste un mot. On a aujourd'hui des taux d'intérêt qui ont beaucoup remonté, puisqu'en fait, l'État français, quand il empruntait de la dette à 10 ans, en début d'année, il l'empruntait pratiquement à zéro. Là, on est remonté à un moment donné à 3%, on est revenu à 2,40, 2,50%. Et on a une forte augmentation des taux d'intérêt, et donc ça se traduit par donc une remontée des taux d'intérêt quand on va se faire financer chez son banquier. Pour l'instant, le marché immobilier n'a pas trop bougé en termes de valorisation, mais beaucoup, on commence à voir qu'en fait, les délais s'allongent aujourd'hui quand un vendeur met son bien sur le marché. Les promoteurs immobiliers disent que globalement, il y a beaucoup d'annulations de contrats de réservation, de par la difficulté à se faire financer. Donc tout ça pour dire qu'on a une récession qui est sans doute en approche en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, quand on parle de défiscalisation, il s'agit avant tout d'investir dans quelque chose. Et il faut essayer de voir finalement dans ce dans quoi on va investir, comment ça peut évoluer, on va dire, à un horizon de quelques mois, voire de quelques années. Et là, l'immobilier, il faudra vérifier justement dans quelle mesure ça peut être impacté notamment par la hausse des taux. Juste pour donner une indication, puisque je pars toujours du principe que même si on parle de défiscalisation, ce qu'il faut voir au préalable, c'est l'intérêt économique d'un investissement, avant tout. La fiscalité ou la défiscalisation vient après une activité économique. Donc voilà. Juste pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est que si on prend l'hypothèse d'un investissement immobilier à financer qui serait d'une enveloppe d'environ 300 000 euros, si on part du principe qu'en moyenne, 20% est constitué d'apports et 80% va être finalement faire l'objet d'un financement extérieur,
On s'aperçoit en fait, et si on fait une durée de financement sur 20 ans, on s'aperçoit que le remboursement mensuel ou la mensualité initiale était de 1 204 € jusqu'à présent. Si on augmente les taux d'intérêt de 1%, on s'aperçoit qu'en fait, la mensualité va progresser d'environ 110 €. Le surcoût financier généré sera de 7,7%. Et ainsi de suite, on voit que quelque part, l'incidence que ça peut avoir à un moment donné sur une correction des marchés immobiliers. Donc ça, c'est un petit point au préalable. L'idée après, si on parle de défiscalisation, ça va être de réfléchir finalement sur les solutions. Là, je parle plus sur les solutions sur le patrimoine personnel, voire professionnel. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre et qu'est-ce qui peut être le plus efficace possible en fonction quelque part de la tranche marginale d'imposition dans laquelle on se situe. Ce qu'il va falloir retenir finalement, c'est que la défiscalisation, on peut l'avoir sous différents angles. On peut l'avoir sous l'angle classique de la réduction d'impôt. La réduction d'impôt, c'est, on parlera rapidement tout à l'heure des FIP, des FCPI, où vous avez une réduction d'impôt de 25% par rapport aux investissements que vous faites. La loi, par exemple, Malraux ou la loi Pinel, Pinel, elle n'est pas... Si, elle est indiquée. Voilà. La réduction d'impôt, donc quelque part, vous allez avoir une réduction d'impôt qui est la même selon que vous soyez dans une tranche à 11, à 30 ou à 41%. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que généralement, quand vous êtes dans des tranches marginales d'imposition supérieures ou égales à 30%, il vaut mieux être finalement sur des mécanismes fiscaux qui vont agir sur un déficit sur le revenu catégoriel ou un déficit sur le revenu global. À ce titre-là, on va un peu parler plus précisément des PER, par exemple, du déficit foncier, qui sont finalement un moyen de faire baisser votre revenu net global imposable, voire votre revenu foncier de prime abord sur le déficit foncier. Et là, finalement, vous défiscalisez à hauteur de votre tranche marginale d'imposition. Donc, plus votre tranche marginale est élevée, plus la défiscalisation sera intéressante. Et qui plus est, quand on est sur du déficit foncier, vous défiscalisez également, finalement, la CSG-CRDS. Donc, vous ne payez pas de cotisation sociale sur la partie qui va générer un déficit. A contrario, quand on est dans des tranches marginales d'imposition plutôt, on va dire, à 11%, voire 30%, les mécanismes de réduction d'impôt efficaces peuvent effectivement être une loi Malraux, dont on reparlera un petit peu, et la loi Pinel. La loi Girardin industrielle, c'est une loi un peu particulière, en fait, qui est plus pour des impôts importants. J'en dirai juste 2 mots tout à l'heure. Alors, n'oublions pas non plus, et pour terminer là-dessus, que finalement, parfois, les bonnes lois de défiscalisation, c'est pas forcément une loi qui octroie une réduction d'impôt, mais ça peut être le statut de loueur en meublé non professionnel qui permet d'investir dans l'immobilier et qui permet d'investir dans quelque chose qui ne vous générera pas de revenus taxables fiscalement, puisqu'en fait, le statut de loueur en meublé non professionnel, en fait, on va amortir 80 à 85% de l'investissement dans lequel on investit. Et c'est sans doute une loi de défiscalisation qui est très intéressante, notamment quand on est dans des tranches marginales d'imposition élevées. Donc, on n'a pas certes de réduction d'impôt, mais on bâtit un patrimoine avec une fiscalité qui est faible. Juste pour démontrer quelque part l'intérêt entre Pinel, parfois, qui est la première, finalement, le premier réflexe qu'on peut avoir quand on parle de défiscalisation par rapport à du déficit foncier. Je prends l'exemple d'un monsieur qui a 20 000 € de revenus fonciers existants, qui est dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc aujourd'hui, son revenu foncier, il est taxé à la TMI, donc sa tranche marginale d'imposition, plus la CSG-CRDS. Donc il va avoir un coût fiscal quelque part aujourd'hui, je simplifie, de 9 440 €. Il se pose la question aujourd'hui de refaire un nouveau projet immobilier pour bâtir un patrimoine et se procurer des revenus complémentaires à terme. Donc, dans un premier temps, il envisage d'utiliser la défiscalisation sous la forme d'une loi Pinel. La loi Pinel, concrètement, en tout cas jusqu'en 2022, c'est 2% de réduction d'impôt par an du montant investi. Donc concrètement, 300 000 fois 2%, on va avoir 6 000 € par an de réduction d'impôt pendant 9 ans. Et après, on peut faire ça jusqu'à 12 ans. On a encore la possibilité d'avoir un reliquat de 3 000 € pendant 3 ans supplémentaires. Donc au total, on peut avoir effectivement 63 000 € de réduction d'impôt sur une enveloppe d'investissement de 300 000 €.
Pour autant, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées en fait à la loi Pinel, que vous connaissez sans doute pour un certain nombre. Donc, il y a des plafonds de ressources du locataire, il y a des montants de loyer qu'il ne faut pas dépasser. À savoir également que la loi Pinel va évoluer avec un moindre intérêt fiscal sur 2023 et 2024, puisqu'en fait, on va passer à 17,5 à 14%. Sachant également que ça va être assujetti à des biens immobiliers qui vont être encore plus verts, puisqu'en fait, le but, c'est d'avoir un verdissement également de l'immobilier dans lequel on investit. Il y a un certain nombre d'autres obligations pour le promoteur, puisqu'en fait, il devra avoir en fait un certain nombre de surfaces extérieures qui seront liées en fait aux biens dans lesquels on investira. Sur des typologies T3, T4, on aura également l'obligation d'avoir des immeubles, des biens immobiliers traversants, donc plus de contraintes, des contraintes également sur le fait d'avoir pendant l'été une conservation finalement de la fraîcheur. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont associées à ces obligations de loi Pinel. Donc, première possibilité, on investit 300 000 euros. La date d'acquisition, on investit au 1er janvier 2023, c'est achevé en 2024. Donc, on va avoir des loyers de 12 000 euros. C'est une hypothèse. On va prendre pour hypothèse que les charges, c'est 25% des loyers. Et on va faire un emprunt amortissable à hauteur de l'investissement plus les frais de notaire. Concrètement, ce que vous voyez, c'est la solution, enfin, c'est la trésorerie prévisionnelle si on met en œuvre les hypothèses. Ce dont on s'aperçoit en fait déjà, c'est que dans une tranche marginale à 30%, vous voyez que l'économie d'impôt qui est générée, elle est d'environ 3 500, 3 400 euros. Là où on pouvait se dire de manière intuitive qu'on pensait être à 6 000 euros. Mais en fait, on s'aperçoit que l'opération, elle va générer un revenu foncier supplémentaire qui lui-même va être taxé à la tranche marginale d'imposition et à la CSG-CRDS. Donc en fait, une bonne partie de la réduction d'impôt est consommée finalement par l'impôt supplémentaire généré par l'opération. Bon, ce qui n'empêche que dans un cas comme celui-ci, on a un coût de revient d'environ 206 000 euros. On voit que plus la tranche marginale d'imposition est élevée, et c'est le cas à 41%, on va avoir un coût de revient, on va dire, qui est dans cette configuration-là de 219 000 euros. Deuxième possibilité, la personne se dit, tiens, pourquoi pas faire du déficit foncier. Donc là, voilà, c'est une hypothèse aussi. Hein, on achète un bien immobilier qui est une carcasse, entre guillemets. On va réaliser un certain nombre de travaux pour 200 000 euros, donc c'est quand même assez lourd. Donc, je vous passe les frais d'acquisition. Les loyers, on part sur les mêmes bases. Et en fait, on va s'apercevoir… Alors, déficit foncier, juste un mot, parce qu'en fait, c'est tentant de le faire, puisqu'en fait, on va voir que fiscalement, c'est intéressant. Pour autant, le fisc, plus vous avez une défiscalisation qui est importante, plus il a un peu tendance à regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Donc, le déficit foncier, il concerne l'allocation nue. Si les charges, taxes foncières, primes d'assurance, intérêts d'emprunt, travaux sont supérieurs aux revenus, le contribuable constate un déficit foncier. Ce déficit foncier s'impute sur les revenus fonciers existants et dans la limite de 10 700 euros sur le revenu global imposable. On a 10 ans pour imputer en fait les déficits sur les revenus fonciers, donc c'est quand même assez puissant, ça laisse de la latitude. Juste un petit mot par rapport à ça. Il semblerait qu'en fait, il serait possible qu'en fait l'imputation sur le revenu global soit doublée sur 2023, 2024, 2025. Il y a eu un amendement là qui devrait passer dans la loi rectificative de 2022, où l'idée, en fait, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que l'immobilier, vous savez qu'en fait, il va quand même être beaucoup impacté par tout ce qui est la loi climat. Puisqu'en fait, la loi climat, elle impose des diagnostics de performance énergétique. Ça s'est mis en œuvre depuis le début août 2022. Mais la contrainte, elle va vraiment s'exercer à partir on va dire, de 2025, 2028, 2033, puisqu'en fait, sur une échelle de A, B, C, D, E, F, G, vous allez avoir tous les biens qui sont en catégorie G qui devront être mis aux normes avant 2025 sous peine à un moment donné de ne plus pouvoir être loué, donc dans des conditions satisfaisantes. Donc ça, c'est important aussi, c'est dans le parc immobilier, c'est
ça c'est important dans les patrimoines des épargnants, c'est de bien faire le point sur justement comment les biens immobiliers se situent. Et donc, en fait, l'esprit du doublement du plafond, c'est de dire les travaux pourraient être imputables dans la limite de 21 400 euros si ça permet en fait de rendre plus vert, on va dire, les biens et surtout les diagnostics. Bon, ça sera à suivre. Donc, dans la configuration d'un investissement tel que je l'ai défini préalablement, en déficit foncier, on s'aperçoit en fait effectivement l'économie d'impôt va être plus puissante puisqu'en fait on peut monter là pour le coup jusqu'à 14 000, 9 000 euros de réduction d'impôt. Ce qui abaisse évidemment dans ce cadre-là le seuil de revient, le seuil de coût de revient finalement de l'investissement, puisqu'en fait là on descend à 158 000 et même à 149 000 sur des PMI à 41%. Donc le déficit foncier, c'est un très bon outil. Bon, pour autant, il faut bien dissocier la part de foncier et la part de travaux. Comme je vous le disais précédemment, ce qu'il faut, c'est bien dissocier ce qui relève de l'amélioration, de la réparation, de l'entretien, qui va pouvoir faire l'objet d'un déficit et d'une imputation, et ce qui relève d'une reconstruction et d'un agrandissement, ce qui fait l'objet des litiges et des contentieux, où là, en fait, l'administration fiscale va dire, ouais, mais ça ne relève pas du déficit. Juste un point qui est quand même important, c'est qu'évidemment, quand on revend le bien immobilier, les travaux qui ont été déduits fiscalement ne peuvent pas rentrer finalement dans la majoration du prix d'acquisition. Bon, ça s'entend bien, mais mieux vaut le dire. Et donc, voilà, donc ça c'est un point important. Par contre, tout ce qui relèverait de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, donc là peuvent venir majorer le prix de revient. Juste, parce qu'on parle des solutions de défiscalisation de fin d'année, donc je suis toujours à dire, quand on peut faire ce type de solution par soi-même, c'est toujours généralement mieux, puisqu'en fait, on va acheter le bien, on va éventuellement participer aux travaux, enfin participer ou faire, mais en tout cas surveiller les travaux, on mettra le locataire en place. Bon, je dirais que c'est une opération qui généralement est la plus efficiente d'un point de vue économique. Pour autant, il faut savoir qu'il y a des solutions en gestion déléguée qui existent et qui sont souvent commercialisées d'ailleurs en fin d'année. Vous avez en fait, notamment pour les gens qui ne veulent pas s'investir dans ce type d'opération, ils peuvent investir dans des parts de SCPI déficit foncier. C'est exactement la même logique. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir 150, 200, 300 000 euros dans une opération. Vous pouvez dire j'investis 10 000, 30 000, 40 000 si j'ai envie de le faire. Faut savoir que dans ces opérations-là, il y a une mutualisation du risque, puisqu'en fait, il n'y a pas une seule opération dans laquelle on investit. C'est comme les SCPI, qui sont des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont plus connues sous forme de SCPI de rendement, mais il y a des SCPI fiscales, Malraux, déficit foncier, qui existent. Et dans ce cadre-là, vous prenez un exemple, si on prend quelqu'un qui souscrirait 35 000 euros dans cet exemple, qui disposerait de 10 000 euros de revenus fonciers, qui est dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Dans ces cas-là, souvent, la quote-part de travaux qui fait l'objet du déficit, dans l'occurrence, c'est 54%, qui est étalé sur 2 ans. Et donc, concrètement, dans un cas de figure comme celui-ci, ça permettrait à l'épargnant de défiscaliser 4 460 euros en 2022, 4 460 euros en 2023. Bon, voilà. Donc, ça représente en fait une économie d'impôt d'environ 25% dans ce cas de figure-là. Pour des gens qui sont dans des tranches marginales qui sont encore plus élevées, on peut aller jusqu'à peu près 33% dans ces cas-là de réduction d'impôt par rapport au montant souscrit. Souvent, ces pays-là vont délivrer un revenu qui est de l'ordre de 2% par an. On est tenu, pour le coup, de rester quand même longtemps dans ce type de véhicule, puisqu'en fait, souvent, c'est un objectif d'investissement de 15 ans. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça peut être éventuellement adapté pour des gens qui veulent au cas par cas réduire un peu leur fiscalité sans forcément mettre les mains à la pâte. Le PER. Alors le PER que vous connaissez, donc on connaît maintenant depuis le 1er octobre 2019, c'est le plan d'épargne retraite, ou le PERIN. C'est ce qui a pris, on va dire, le relais de ce qu'on connaissait antérieurement quand on était fonctionnaire, c'était les contrats préfonds. Quand ensuite on a voulu doter les artisans, les commerçants, les professions libérales d'un véhicule qui permettait de préparer la retraite
Donc, c'était la loi Madelin, qui existe toujours, hein, les contrats Madelin. Et puis, autrement, les pertes qui avaient été mises en œuvre après pour permettre la retraite complémentaire des salariés. Donc, au 1er octobre 2019, il y a eu une volonté de dire, voilà, c'est un véhicule qui fonctionne bien, mais en même temps, bon, pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et pourquoi ça fonctionnait pas forcément aussi bien qu'on le souhaitait? C'était en fait que les précédents dispositifs ne permettaient qu'une sortie uniquement en rente viagère. Et en fait, le PER, la nouveauté, c'était la possibilité de sortir en capital, ce qui a donné en fait un regain d'intérêt à ce système. Donc le PER, concrètement, en quoi il est intéressant, puisqu'en fait, si on parle de défiscalisation, en fait, c'est que globalement, les versements volontaires qui vont être effectués sur le contrat vont pouvoir finalement être déductibles des cotisations sociales et déductibles fiscalement. Alors ça, c'est quand même un point qui est vraiment l'apanage du monde agricole et viticole, hein, c'est la déductibilité sociale, sans forcément que ça soit refiscalisé à la sortie. Donc ça, c'est un intérêt qui est quand même très, très important. Donc, il faut en profiter, en tout cas, quand on peut en profiter. Le PER, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a différents plafonds. Alors, ce qui est connu, c'est le plafond quand on est agriculteur, viticulteur. C'est le fameux plafond où, en fait, on va pouvoir déduire jusqu'à 10% du BA, du BNC que l'on a, plus le BA moins le plafond sécurité sociale fois 15%. Si on prend l'exemple, ce cas-là, pour un revenu des revenus de 100 000 euros, ça fait un plafond déductible de 18 829 euros au titre de l'année. Donc, c'est un point important. Il faut savoir que si d'aventure on n'avait pas cotisé au titre des années précédentes, on a aussi la faculté d'utiliser les reliquats au titre des années qui n'ont pas été consommées. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Donc une année où on a un revenu qui est important, il est important si on dispose de l'épargne et qu'on entend préparer sa retraite par ce levier-là, ça peut être intéressant de voir ce qui n'a pas été consommé, puisqu'on peut avoir une enveloppe qui est importante. Je ne parle pas non plus, enfin j'en parle, il y a la possibilité aussi, lorsqu'on a des enfants, mineurs ou rattachés, à ce qu'ils puissent ouvrir un PER et que ça puisse être déductible aussi du revenu du foyer fiscal des parents. Alors, bon, pour voir si c'est intéressant ou pas, parce que le PER, quelque part, c'est fait pour préparer la retraite. Donc, quand on a 16 ans, c'est pas forcément, c'est un objectif qui peut être assez lointain. Mais pour autant, là aussi, l'un des intérêts, je rentre pas dans les détails, mais l'un des intérêts du PER, c'est qu'on a la faculté, dès lors qu'on aurait un projet immobilier, et c'est pas forcément que le premier projet, ça peut être un deuxième projet immobilier, vous pouvez casser votre PER finalement, et à 25 ans, finalement, on pourrait tout à fait utiliser les sommes qui ont été mises dans cette enveloppe-là précédemment pour récupérer ça. Donc, quand on ajoute les différents plafonds auxquels on a droit, on peut avoir des montants qui sont relativement conséquents à utiliser et qui peuvent faire l'objet d'une défiscalisation. Alors, pour autant, je rentre pas dans les détails non plus, mais c'est une approche un peu plus précise qu'il faut avoir, parce qu'il faut tenir compte du fait que même si on a un abonnement disponible, par exemple, de 18 829 euros, il va falloir regarder s'il y a eu, on a mis en place de l'épargne salariale à côté et l'abondement, il faudra le défalquer. Si éventuellement on a fait des versements Madelin sur un contrat antérieur. Donc tout ça, il faut bien regarder, mais souvent on dispose de montants qui peuvent être relativement conséquents. Alors pourquoi c'est une fiscalité qui est attractive? C'est que quand vous regardez, en reprenant l'exemple dont on parlait, si vous prenez un revenu viticole de 100 000 euros, que vous avez une déductibilité, on l'a vu, voilà, de 18 829, si on tient compte des gains sociaux et des gains fiscaux, selon qu'on soit dans une tranche à 30 ou 41%, en fait, on s'aperçoit que finalement, on arrive à avoir un gain qui est aux alentours de 50% selon la tranche marginale d'imposition dans laquelle on est. Donc, en fait, c'est quand même un effet levier qui est super fort, quoi. Vous n'avez aucun autre dispositif aujourd'hui qui existe qui permette pratiquement, sauf le déficit foncier dans la tranche marginale d'imposition très élevée, mais qui est aussi performant. Alors, après, vous allez me dire, quand on défiscalise à l'entrée, on nous attend plus ou moins à la sortie, ce qui est partiellement vrai, puisqu'en fait, on a, dans le cas où les sommes finalement qu'on va mettre dans cette enveloppe qui ressemble
de près ou de loin à de l'assurance vie, on va faire fructifier cette épargne. Ce qui va se passer, c'est que quand on arrive à la sortie, on sort soit en capital, soit en rente viagère. Donc, beaucoup d'assureurs pensent que les gens sortiront en majorité en fait en capital. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ce qui a fait l'objet de versements déductibles à l'entrée va être fiscalisé à la tranche marginale d'imposition à la sortie. Et les plus-values qui ont pu être générées par la fructification de l'épargne sera taxée selon la flat tax à 30%. Donc ça, c'est le principe. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la configuration viticole, si vous avez une défiscalisation à l'entrée de 50, et que vous sortez en tranche, si je tiens compte en fait de l'économie des cotisations sociales, et qu'on sort dans une tranche à 30, on a gagné 20% quand même dans l'intervalle. Et si on sort à 11, on a gagné un peu plus. Ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose qu'on ne visualise pas forcément, parce qu'on était dans un contexte de taux bas et la fructification n'était pas si évidente que ça, mais il y a aussi le fait que finalement, je vais donner l'exemple peut-être avec ça, c'est que si vous voulez, si on fait l'hypothèse d'une situation où finalement on paierait nos cotisations sociales et on paierait notre impôt normalement, et qu'on se dise, voilà, on veut investir dans de l'assurance vie à hauteur de 10 000 euros, si on tient compte du fait qu'on a eu une économie fiscale et sociale, on s'aperçoit qu'en fait, au lieu de valoriser 10 000 euros en assurance vie en ayant payé les prélèvements sociaux et les prélèvements obligatoires, on a une faculté, si on réalise l'investissement dans un terrain, finalement, de pouvoir investir 18 000 euros, 18 797 euros. Donc, ce qui va avoir une incidence, et on va le voir sur un exemple juste après, sur la capitalisation, sur la fructification des taux d'intérêt. Juste pour revenir sur la sortie en capital, on comprendra toutefois qu'on a intérêt à lisser la sortie en capital au moment où on convertira, enfin on arrivera en retraite, si on veut sortir en termes de capital, pour essayer et éviter quand même de monter en tranche marginale d'imposition. Juste aussi quelque chose qui est souvent abordé, c'est-à-dire PER, mais si on décède avant d'avoir liquidé en rente viagère ou d'avoir consommé le capital, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, on a une fiscalité qui va dépendre de l'assuré selon qu'on est âgé de moins de 70 ans ou qu'on a plus de 70 ans. Alors déjà, un premier point qui est important, c'est qu'on n'a pas de prélèvements sociaux sur les plus-values latentes quand on est sur un terrain. À la différence de l'assurance vie où concrètement, avant de délivrer le capital aux bénéficiaires, en fait, il y aura un prélèvement d'ACG, des prélèvements sociaux. Donc ça, c'est quand même un avantage. Bon, est-ce que ça tiendra dans le temps à voir, parce qu'il y en a qui se disent c'est pas aussi logique que ça. Si je reprends l'exemple sur le décès de l'assuré avant 70 ans ou après 70 ans, donc là, c'est comme l'assurance vie, c'est-à-dire qu'avant 70 ans, article 990, c'est-à-dire que les capitaux sont transmis à hauteur de 152 500 euros par assuré par bénéficiaire en franchise de droit et ensuite taxé à 20%. Si on est dans le cas d'une configuration de décès de l'assuré après 70 ans, abattement de 30 500 euros que se partagent tous les bénéficiaires. Et après, c'est les capitaux qui ont été versés sur le contrat et pas les capitaux plus les primes, enfin plus les produits financiers, c'est uniquement les capitaux qui sont taxés selon les droits de mutation à titre gratuit. Donc, ça, c'est la fiscalité. Alors, l'idée, justement, c'est un peu contre-intuitif. Et si je vous dis ça, c'est pas l'objectif forcément de dire, voilà, le PER, c'est un outil de transmission, puisque le PER, avant tout, on fait ça pour préparer sa retraite. Mais il faut se dire que dans une logique de transmission et d'organisation de son patrimoine, voilà, il y a peut-être des interactions à avoir entre la gestion de son PER et la gestion de ses contrats d'assurance vie quand on en dispose. Pourquoi ? Si on fait l'hypothèse de ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir on verse 10 000 euros pendant 20 ans sur un contrat d'assurance vie avec un rendement brut moyen de 3%, tenant compte qu'il y a des frais de gestion sur le contrat, et si on la compare à une situation où on investit en périn et qu'on est dans une logique de transmission, alors déjà, vous avez l'aspect capitalisation qui joue, puisqu'en fait, quand on regarde au bout de 20 ans avec la fructification, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur votre contrat d'assurance vie, vous avez une valeur au terme des 20 ans qui voisine de 153 000 euros. Dans votre terrain,
Comme vous avez 18 800 actualisés à 3%, en fait, on a 476 000. Donc, en fait, on a un effet capitalisation qui est très important. Si on tient compte du fait qu'à ce moment-là, qu'il y a décès, on a les prélèvements sociaux qui sont prélevés en amont. On se retrouve avec des capitaux d'essai dans un cas qui sont à 244 000 et dans l'autre cas à 476 000. Donc, c'est quand même pas la même chose. Alors, si on va au bout de la démarche en se disant ben, le décès intervient, on va dire, avant 70 ans, et qu'on est dans la configuration donc, de l'article 996 du Code général des impôts, je vous passe les détails, mais en fait, on s'aperçoit que il va rester net finalement transmis aux bénéficiaires 239 000 euros quand on est dans l'assurance vie et 430 000 euros quand on est dans le périn. Et si on est dans une fiscalité qui a priori est moins intéressante, c'est-à-dire celle où on a moins d'intérêt fiscal, puisqu'en fait donc c'est le 757B après 70 ans, on s'aperçoit toutefois qu'également ça reste très intéressant. Donc c'est pas un message forcément à claironner partout, mais voilà, associer PER et transmission, c'est pas forcément saut. Et éventuellement, en tout cas, il faut savoir que quand vous sortez de votre PER, vous pouvez également faire une partie en capital, une partie laissée sur votre contrat. Donc voilà, il faut jongler dans tout ça pour voir ce qui est le plus intéressant. Et éventuellement, si vous avez des rachats partiels à faire sur un contrat d'assurance vie au fil de l'eau, enfin, vous avez besoin de revenus complémentaires au fil de l'eau, il faut toujours s'interroger, savoir si le bon vecteur, ou en tout cas le bon support est le PER ou l'assurance vie. Et on s'aperçoit, parce que dans bien des cas, et vous le comprenez fort aisément, c'est-à-dire que si on est sur une défiscalisation à l'entrée de 50% pour simplifier, et qu'on choisit finalement de ne pas sortir, parce qu'il n'y a que quand vous sortez que l'administration fiscale vous attend, et que vous décidez de ne pas sortir, ben finalement, le gain fiscal, vous le conservez. C'est simple, mais ce n'est pas forcément adapté à toutes les situations, parce que le but, il est quand même de se générer des revenus complémentaires à terme. Juste un mot également donc, sur l'épargne salariale. Alors, c'est pas forcément... tout le monde ne peut pas forcément s'inscrire dans un dispositif d'épargne salariale, puisqu'en fait, il est quand même souvent adapté en fait, à des situations où vous avez un salarié. Mais bon, il y a quand même pas mal de situations. On est dans des exploitations, des entreprises où vous avez madame chef d'exploitation et monsieur salarié, par exemple, ou des sociétés où on est en famille. Et là, les dispositifs d'épargne salariale, ils ont quand même un intérêt très intéressant, puisqu'en fait, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un versement personnel qui est fait par un associé ou par un salarié, et il va y avoir un abondement qui va être réalisé par l'entreprise, si on parle d'épargne salariale collective. Et l'intérêt qu'on va avoir, c'est que finalement, on a une exonération sociale, une exonération fiscale, donc finalement des capitaux qui vont être abondés. Et en plus, pour les versements, pour la personne qui va vouloir récupérer les capitaux au terme, il bénéficie de la fiscalité la plus favorable, puisque les produits financiers, en fait, ne sont taxés qu'à hauteur des prélèvements sociaux, et il n'y a pas de fiscalité dessus. Donc, en fait, c'est un moyen de se constituer finalement une épargne avec le moindre coût de frottement fiscal, social et fiscal à l'entrée et à la sortie. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, déductibilité du bénéfice imposable, exonération des charges sociales et du forfait social. Il y a encore pas très longtemps, on avait un forfait social qui existait. Là, il a été supprimé il y a quelques temps. Et donc, exonération d'impôt sur le revenu, et sauf CSG, CRDS. Ce qui fait que concrètement, pour une personne qui aujourd'hui souhaiterait, alors, il faut dissocier les PE et les PERCO. Le PE, en fait, qui va être un dispositif d'épargne salariale qui permet pour un versement personnel de 1 097 euros avec un abondement de l'entreprise de 3 290, finalement, de pouvoir stocker 4 387 euros dans le PE qu'on va faire fructifier et qui sera récupérable à un horizon de 5 ans, sauf un certain nombre de dispositifs qui permettent de récupérer également cette épargne un peu avant. Le PERCO, lui, est plus dans une logique de préparation de la retraite. Donc, normalement, les fonds sont moins disponibles, sauf les aléas de la vie, entre autres.
où là, en fait, l'abondement de l'entreprise maximum peut être de 6 580 euros. Enfin, concrètement, si on ajoute l'abondement au niveau du PE, du PERCO, on peut avoir à peu près donc jusqu'à 10 000 euros, pratiquement, d'abondement par l'entreprise. Donc, c'est un outil, quand on peut le mettre en œuvre. Après, il faut regarder donc il faut avoir un salarié, il faut regarder salarié qui ait au moins 6 mois d'emploi l'année précédente en année N-1. Il faut regarder, il y a un certain nombre de conditions à remplir, mais globalement, ça mérite de s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que ce que je vous disais, c'est qu'en fait, c'est la meilleure façon de distribuer un revenu avec une efficacité en termes de prélèvement obligatoire, puisqu'en fait, si l'entreprise disait, voilà, je suis prêt à mettre un coût d'entreprise de 1 000 euros, le salarié dans la configuration, en fait, on serait dans des tranches à 30 avec des tranches à 30 avec des charges patronales de 45, des charges salariales de 23%. Seuls 386 euros iraient dans la poche du salarié net. Voilà. Pour le TNS, le TNS, en fait, seuls 505 euros iraient dans sa poche. Et quand on passe par un dispositif d'épargne salariale, pour un coût d'entreprise de 1 000 euros, c'est le plus efficient puisqu'en fait, on a 903 euros qui vont dans la poche de la personne. Donc, à utiliser quand on peut. Après, on a d'autres dispositifs qui sont peu mis en œuvre, mais qui sont des dispositifs qui peuvent être très intéressants en termes massivement, puisqu'en fait, on a la participation et l'intéressement. Il faut savoir que voilà, il faut que les conditions soient réunies, mais on peut avoir, il y a des plafonds qui pourraient aller jusqu'à 30 852 euros au titre de la participation, 30 852 au titre de l'intéressement. Donc, ce qui fait qu'en tout, en fait, c'est 70 000 euros qui peuvent, dans la configuration idéale, donc il faut voir si au niveau de chaque structure, dans quelle mesure une partie de ça peut être mise en œuvre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une façon de sortir, puisqu'en fait, quand on parlait tout à l'heure de défiscalisation, c'est comment on peut sortir de l'entreprise avec un frottement fiscal et social le plus réduit possible. Voilà. Donc, il faut s'interroger sur chacune des structures pour voir dans quelle mesure une partie ou l'autre de ces dispositifs peut être mise en œuvre. Pour terminer, sur les dispositifs qui peuvent faire l'objet de souscription encore avant la fin de l'année, alors c'est un peu vraiment la défiscalisation de fin d'année, on va dire, d'année civile. On a donc ce qu'on appelle les FCPI, qui sont les fonds communs de placement innovants. Donc ça, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 97, donc c'est un peu de recul. L'idée, c'était de financer en fait les PME innovantes. Alors bon, le gisement, en tout cas le sourcing des investissements peut être pas uniquement français, ça peut être des entreprises de l'Union européenne. Faut savoir que les risques existent. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit innovation, c'est qu'il peut y avoir un peu de casse, on va dire, dans les entreprises. Il y a aussi une obligation que l'entreprise dans laquelle on mette des participations, elle ait moins de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas une antériorité forcément qui est celle d'une entreprise qui aurait 25 ou 30 ans. On a dans les risques, ce qui fait partie, c'est une obligation de conserver les titres pendant 5 ans. Mais c'est souvent sur 7 ans. Si on revend ces titres avant 5 ans, en fait, on a plus la défiscalisation qui est intéressante à la sortie, puisqu'en fait, les défiscalisations, l'intérêt de ces dispositifs, c'est qu'à l'entrée, donc vous avez une réduction d'impôt qui était ces dernières années, elle a toujours voisiné 18, 22. Là, elle est remontée à 25% cette année. Combien de temps ça durera, on n'en sait rien. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une réduction d'impôt de 25%. Donc, quelqu'un qui est marié, foyer fiscal, on peut avoir jusqu'à 24 000 euros d'investissement, de souscription au titre de ce type de placement. Donc, ça fait 3 000, ça peut faire jusqu'à 6 000 euros de réduction d'impôt au titre de l'année 2022. C'est soumis, alors j'en ai pas parlé, quand on parle de défiscalisation, il y a un certain nombre de plafonds qui existent. Vous avez le plafonnement des niches fiscales qui, pour ce type de placement, c'est 10 000 euros. Donc, il faut regarder quand même si on a des emplois à domicile. Donc, il faut regarder. Et puis, en fait, on a l'exonération des plus-values à échéance. Et là, dans ces cas-là, en fait, quand on revend les FCPI, les plus-values ne sont taxées qu'à la CSG, CRDS. Donc, c'est un intérêt aussi.
Bon, faut regarder parce que ces dispositifs-là, vous avez des sociétés, faut regarder vraiment le tracking entre guillemets des performances. Là aujourd'hui, on a quand même un historique puisqu'en fait, on a à peu près 20 ans et on peut voir quelque part les performances qui ont pu être faites par les différentes sociétés de gestion. Là, par exemple, si on prend l'exemple d'une société comme Alto qui est assez connue, qui s'appelle c'est le groupe Eiffel, on voit qu'il y a quand même des performances finales qui sont quand même assez intéressantes, sans compter la réduction d'impôts. Donc, je refaisais l'hypothèse, je refaisais le calcul en disant, voilà, si on a une plus-value au terme de 20%, si on tient compte de la fiscalité, le TRI, vous voyez, ça va avoisiner 6% dans un cas de figure comme ça. Donc, parfois, ça peut être moins, parfois, ça peut être beaucoup plus. Bon, voilà. Pour terminer, les quelques autres solutions qui existent. Donc, vous avez les fonds d'investissement de proximité qui sont exactement la déclinaison du FCPI, mais sur des sociétés qui sont plus classiques. On n'est pas sur des sociétés innovantes, on est sur des sociétés qui sont plus matures. Alors, pourquoi j'ai mis entre 25 et 30%? Vous avez des FIP Corse, vous avez des FIP ultramarins Dom-Tom, où là, vous avez une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 30%. Là également, on a pour une personne seule, on peut investir jusqu'à 12 000. Pour un couple, on peut investir jusqu'à 24 000. Dans les dispositifs qui existent aussi, vous avez la loi Girardin Industrie. Donc, c'est ce qu'on appelle une défiscalisation one-shot. Là, l'idée, c'est de financer en fait l'économie ultramarine. Donc, en fait, vous allez financer des tractopelles, on va dire, à La Réunion, des choses comme ça. Là, le principe, je le simplifie volontairement, c'est qu'en fait, ça va consister en un apport que vous allez faire au titre de l'année, par exemple 2022, et vous aurez en fait une réduction d'impôt qui vous sera octroyée en 2023. Généralement, aujourd'hui, vous avez encore par exemple des solutions qui offrent un taux de rendement de 12%. Donc concrètement, quelqu'un qui ferait un apport de 10 000 euros en novembre 2022 aura 11 200 euros de réduction d'impôt au titre de l'année N+1. Il faut savoir que dans ce cas de défiscalisation précis, on a un plafond qui est plus élevé. On peut avoir jusqu'à 40 909 euros de réduction d'impôt. Donc, quelqu'un qui souscrirait 36 526 gagnerait concrètement 4 383 euros dans l'opération. Dernier point, groupement forestier d'investissement. On peut aussi investir finalement, pour les gens qui veulent diversifier, on peut investir dans des parts de groupements forestiers. Qui là, en fait, on a des plafonds qui peuvent aller jusqu'à 100 000 euros, 50 000 euros pour une personne célibataire. On a une réduction d'impôt de 25%. Donc, voilà, il y a des gens qui veulent conjuguer des fiscalisations à l'entrée et qui, éventuellement, veulent aussi être dans des logiques parfois de transmission, puisqu'en fait, là, on a, sous le couvert de la loi Monichon, on a un abattement de 75% en cas de transmission, en cas de décès. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ce sont des solutions qui existent, qui peuvent être mises en œuvre en fonction des dates de clôture, en fonction de l'année civile, en fonction de ce qui a déjà été mis en œuvre parallèlement. Voilà, défiscaliser, oui, mais être attentif, je dis toujours, voilà, c'est ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la défiscalisation, mais ce qu'il faut regarder, si on parle d'investissement immobilier, c'est avant tout quelle conviction on a sur l'investissement dans lequel, en fait, on va mettre de l'argent. Donc, c'est déjà la qualité de l'investissement. C'est acheter à une valeur au prix de marché, puisqu'en fait, la défiscalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on achète très cher un bien neuf, même si on a une réduction d'impôt, on va falloir regarder si ça se tient dans la durée. Le timing d'investissement, vous l'aurez compris, c'est qu'en fait, selon la macroéconomie, parfois le marché immobilier, on achète cher ou on l'achète pas cher. C'est la même chose pour les actions. Si on reprend l'exemple des FCPI, les FCPI, par exemple, on peut se dire aujourd'hui, il y a une correction de marché. Peut-être que les gens qui vont investir aujourd'hui, les capitaux vont être déployés sur 2023 et 2024, ils vont être déployés à des montants qui sont à des niveaux de valorisation qui sont plus faibles. Donc, c'est peut-être inintéressant. La durée de liquidité, c'est un point important. C'est effectivement, si on a 55 ans, 60 ans et qu'on est sur des dispositifs qui nous embarquent à 75 ans, c'est à réfléchir par rapport à ses objectifs propres. Et puis, pour terminer, la partie expertise solidité financière, elle est importante quand sur des dispositifs Malraux, sur des dispositifs déficit foncier, la qualité du monteur est importante pour ne pas aussi faire l'objet de requalification fiscale. Donc, c'est à regarder également, et c'est vrai aussi pour le promoteur. Voilà, rapidement présenté. C'était rapide. C'était de faire un tour d'horizon. Je passe la parole à Gilles. Écoutez, merci aux intervenants, parce que vous êtes encore nombreux à être connectés, nombreux dans la salle.
vous avez pu résister, parce que c'est vrai que le sujet est très complexe, mais heureusement que nous avions des intervenants de qualité que je tiens à remercier dans un domaine très séparé, mais pas si séparé que ça, parce qu'en fin de compte, il faut avoir une vision globale. Je crois que c'est un petit peu le message qu'on doit effectivement retenir de ce soir, et puis se dire que chaque cas est un peu particulier et que la discussion va continuer avec vous. Vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous avez pu enregistrer ce soir, et puis tournez-vous vers nous, vers vos conseils d'entreprise, vers vos comptables, pour être accompagnés effectivement sur des choix. C'est important parce que ça s'inscrit quand même dans le temps, même s'il y a des mesures, on l'a vu, à court terme, mais il y a des mesures effectivement qui prennent acte, c'est-à-dire que ça va rentrer dans votre patrimoine, et puis il va falloir le gérer, il va falloir effectivement, tout ça, ça se réfléchit. Je crois, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça, et beaucoup, en fin de compte, de conseils autour de vous. Voilà un petit peu le message. Merci en tout cas, effectivement, d'avoir porté votre attention à cette heure-ci. Puis bien sûr, rendez-vous à un prochain After Work.